Bienvenue à tous au webinaire IALR. Et tout d'abord, un petit mot, vous pensez bien, une pensée pour Jean-Pierre Estève qui nous a quittés, un grand ami, un grand homme qui, à tout le monde, a appris beaucoup de choses, énormément. Pour moi, ça fait plus de 20 ans. Et on pense ce soir aux siens et à tous ses élèves de par le monde. Et il est avec nous ce soir pour parler des cathéters nerveux périphériques. Donc, tous les secrets des cathéters nerveux périphériques, de la pose à comment avoir un succès à tous les coups et jusqu'au cathéter à domicile, vont vous être présentés ce soir. Donc, il y aura Nicolas Turcin-Fekouras de Montpellier, il y aura Mehdi Kacha de Lille et Damien Classo de Lille également, qui vont faire le tour des cathéters. Donc, il y aura 3 topos et nous avons décidé de faire la discussion en toute fin des présentations. Vous pourrez poser vos questions, c'est en bas de votre écran, vous voyez, vous avez Q et R, c'est là que vous allez envoyer vos questions, bien sûr. Je suis sûre qu'il y en aura beaucoup et nous sélectionnerons les questions les plus importantes parce que peut-être qu'en 1 heure, on n'aura pas fait tout le tour de vos interrogations. Donc, je vais donner la parole à Nicolas qui va vous parler du succès des cathéters. Merci Elisabeth. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis donc le docteur Turcin-Fekouras. Je suis anesthésiste au CHU de Montpellier. Et aujourd'hui, nous avons la tâche difficile de parler que pendant 10 minutes en ce qui me concerne pour la pose des cathéters. Je n'ai aucun conflit d'intérêt pour cette présentation. On va donc planter le décor en suivant un peu ce plan. Déjà, pourquoi continuer à utiliser des cathéters et comment avec du vieux, on peut toujours faire du neuf. Est-ce que c'est une solution miracle? Oui et non, puisque ça peut être chronophage pour la pose, assez fastidieux à gérer. Donc, si on n'est pas méticuleux, on ne va pas profiter pleinement de tous leurs bénéfices. Puis après, on va attaquer une partie un peu plus pragmatique avec comment les aborder et quel mode d'administration utiliser. Ce qui est sûr, c'est que si vous voulez regarder droit dans les yeux un patient et établir un contrat moral avec lui qui aura pas mal pendant 2 à 3 jours, c'est sûr, ce n'est pas avec des adjuvants que vous allez y arriver. Le but de ce topo n'est pas de débattre s'il faut mettre un cathéter ou faire un single shot pour telle ou telle chirurgie. Mais clairement, si vous avez besoin d'une analgésie supérieure à 24 heures, c'est qu'avec les cathéters que vous allez y parvenir. Une autre notion aussi à connaître, c'est la douleur rebond. En fait, ça consiste, si vous faites une ALR single shot ou one shot à un patient et que vous ne faites rien derrière, et ben, à la levée du bloc, il y aura une douleur au rebond qui va être même supérieure en intensité de douleur par rapport à une situation où il n'aurait pas eu le même patient une ALR. Donc, en ajoutant une analgésie multimodale et une analgésie anticipative, ça veut dire de donner des antalgiques avant que le patient ait mal, certes, vous allez baisser l'intensité du rebond, mais rebond, il y aura. Et comme vous pouvez voir sur la diapositive, sous les courbes grises, on aura toujours des intensités douloureuses entre 4 et 5. Donc, à nouveau, les cathéters peuvent être bénéfiques pour éviter, en tout cas diminuer l'incidence de ce rebond douloureux s'ils sont bien efficaces. Malheureusement, il y a eu aussi des molécules prometteuses qui avaient montré des résultats assez encourageants pour les études animales, mais qui n'ont pas réussi à remontrer les mêmes résultats pour les études cliniques. Donc, pour l'instant, en 2021, on reste qu'avec les cathéters. Est-ce que c'est donc une solution miracle? Ben, clairement, non. Comme tout dispositif médical, il y a toujours des effets secondaires, parfois graves, comme les infections ou les déficits neurologiques post-opératoires. Heureusement, ils sont rares. Pour ce qui concerne les infections, c'est principalement des colonisations bactériennes qui peuvent apparaître après 2-3 jours d'utilisation. Donc, voilà, en gros, pour la pratique de tous les jours, si vous pouvez vous limiter à cette durée-là, c'est mieux. En sachant que les régions les plus, entre guillemets, sales sont les régions axillaires et les plus propres, les régions poplitées. Et après, en ce qui concerne les déficits neurologiques post-opératoires qui sont aussi rares, souvent, il s'agit plutôt des paresthésies séquelaires qui peuvent perdurer au-delà de 1 an. Malheureusement, l'échographie n'a pas permis de réduire cette incidence.
L'incidence est légèrement au-dessus que des blocs single shot. Mais à nouveau, il s'agit de populations à risque, comme des gens qui avaient des neuropathies préexistantes ou des diabètes bien évolués. Donc, si vous pouvez raccourcir la durée d'exposition ou la concentration des anesthésiques locaux, peut-être qu'on peut gagner un petit peu. D'autres complications, c'est par exemple des dysfonctions imprévues avec des rebonds douloureux imprévus et donc le patient qui peut se ramener à reconsulter en urgence ou à appeler l'équipe soignante, ce qui entraîne un surinvestissement et aussi voilà, une insatisfaction de tout le monde. Il y a aussi un certain coût aussi pour les cathéters. Et parfois, on peut avoir aussi des difficultés de retrait de ces cathéters si on les enfonce trop loin. Si vous enfoncez trop loin vos cathéters, vous risquez de faire des nœuds, vous risquez d'entourer des racines. Et si vous ne pouvez pas les retirer, il peut y avoir une sanction chirurgicale. Là où je voudrais prendre un peu du temps, c'est pour parler des complications, c'est surtout les fuites. Les fuites, il ne faut pas les négliger, il ne faut pas les banaliser, parce qu'une fuite, ça entraîne un décollement de pansement et ça peut entraîner aussi des déplacements secondaires ou des infections parce que le pansement n'est plus hermétique. Pourquoi? C'est parce qu'on a l'habitude d'utiliser des cathéters qui passent à travers l'aiguille. L'aiguille étant plus grosse que le cathéter, et le point de ponction qui est plus gros, forcément, va permettre la rétrodiffusion des anesthésiques locaux, d'autant plus si le cathéter est juste à quelques centimètres sous la peau. Ceci va être inévitable et il y a beaucoup plus de déplacements secondaires s'il y a des fuites. Un moyen de lutter contre ça, c'est soit de tunneliser vos cathéters, soit d'utiliser un système de cathéters qui s'appelle des cathéters autour de l'aiguille, qui, comme son nom le dit, le cathéter autour de l'aiguille. Donc, forcément, le point de ponction il sera aussi gros que le cathéter et ça peut réduire légèrement les fuites. Voilà donc un peu pour les complications. Donc, c'est maintenant, si on veut rentrer dans le vif du sujet, il n'y a pas 36 000 façons pour piquer un cathéter. Soit vous pouvez piquer dans le plan perpendiculaire au nerf, soit hors du plan parallèle au nerf. Chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. Dans le plan, c'est souvent plus simple, avoir l'aiguille ou le bout du cathéter, ça va un petit peu plus vite. L'inconvénient, par contre, c'est que vous allez être en contact du nerf que sur vraiment 1 cm. Donc, c'est super, vous allez voir votre cathéter. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez beau fixer votre cathéter avec n'importe quoi, mais avec du ciment, vous allez protéger votre cathéter pour les manœuvres externes, mais vous déposez votre cathéter au contact de fascia, de muscles, derrière avoir une rééducation. Donc, forcément, il y aura des mouvements internes qui vont mobiliser le cathéter. Donc, si vous étiez à 1 cm vraiment sous le nerf, votre cathéter avant dans le service, il va se barrer et ça va moins bien marcher. D'où un peu la logique d'utiliser le cathéter en hors du plan parallèle au nerf, puisque le cathéter va être en contact du nerf sur plusieurs centimètres. Et même s'il y a un retrait de 1 cm accidentellement, le cathéter va rester en contact du nerf. C'est des choses qui ont été vraiment aussi montrées dans la littérature médicale pour les cathéters interscaléniques et poplités. Ça reste plus conflictuel pour le reste. Par contre, c'est une technique qui a une courbe d'apprentissage, c'est pas facile à faire, on ne voit pas souvent très bien le bout d'aiguille ou le bout du cathéter. Donc, si vous voulez absolument mettre vos cathéters dans le plan, vous pouvez le faire, mais je vous conseille dans ce cas-là de mettre des cathéters, des curls, des queues de cochon, parce que ça a l'avantage d'être multiperforé et au moins la boucle va rester au contact du nerf. Alors, même si le cathéter se retire, la boucle va quand même rester et se déployer vraiment toujours au contact du nerf. Ici, c'est pour vous montrer donc une vidéo d'une pose de cathéter sciatique poplité en hors du plan avec une direction céphalique et vous expliquer un peu l'approche en marchant quand on fait cette technique. Là, comme vous pouvez le voir, on a piqué l'aiguille vraiment plus loin que la sonde d'écho, ce qui permet en fait de tunneliser indirectement le cathéter sur plusieurs centimètres. Là, on n'est toujours pas au bon endroit. On va essayer d'être au bon endroit, donc comme ici avec l'injection au subparaneurale. Et en fait, une fois qu'au bon endroit, on incline légèrement la sonde encéphalique et on continue à avancer avec notre aiguille doucement. Donc, j'avance une fois que j'ai vraiment incliné un petit peu ma sonde. Et ça, cette procédure en marchant va permettre d'être un peu en contact du nerf sur quelques centimètres. Ça permet de m'affranchir quand je vais insérer mon cathéter et retirer mon aiguille. Forcément, je vais retirer aussi un petit peu mon cathéter avec. Donc, au moins, je serai toujours dans cet espace subparaneural et j'aurai un bloc qui serait efficace. Là, ça pose un cathéter fémoral dans le plan. Pour l'utilisation d'un cathécurl, il faut savoir un système de graduation particulier qu'ont les cathécurls, c'est ceux-là. Dès que vous allez passer le cathéter, vous allez le monter, vous allez avoir cette première graduation qui correspond à la sortie du cathéter à travers l'aiguille. Et dès que vous avez passé la graduation numéro 2, ça veut dire que la boucle est complètement sortie. Donc là, on commence à monter le cathéter légèrement.
Et vous allez voir, il y a des petits commentaires à faire sur cette pose de caté fémoral. Déjà, ici, vous voyez la première graduation hop, qui vient de passer. Donc là, le bout du cathéter est sorti. Et là, hop, ça y est, la boucle est sortie. Donc là, je vais me retirer. Déjà, le premier commentaire à faire, c'est que je vous incite à faire des injections préalables avant de monter votre cathéter, enfin, genre d'une flaque d'anesthésiques locaux, pour pouvoir monter votre cathéter plus facilement. Et là, malheureusement, vous allez voir, en retirant mon aiguille, j'embarque un tout petit peu avec moi le cathéter. Et donc, de là où j'étais vraiment sous le nerf, je me retrouve au-dessus du nerf. Ce n'est pas très grave, mon cathéter a quand même marché, mais j'ai plus de soupape. Ça veut dire que je suis vraiment que au contact du nerf. Un simple retrait de 1 cm ne me permettra plus d'être efficace comme avant. Donc, à nouveau, je vous incite peut-être de mettre plus vos cathéters hors du plan parallèle de nerf. C'est mon avis et au moins pour garder aussi une sécurité. Quel mode d'administration utiliser? Déjà, avant d'attaquer là-dessus, il faut savoir qu'il y a un rapport concentration-volume et quelque chose à connaître. On voit que plusieurs auteurs sont intéressés sur jongler, soit baisser la concentration, soit baisser le volume et voir s'il y a vraiment un bénéfice sur l'épagne du bloc moteur, sur une qualité de bloc sensitive. Malheureusement, vous voyez que même si j'utilise la ROPI 0,1%, en respectant la même dose, ça veut dire, là, vous voyez, c'était 8 mg par heure de ropivacaïne, j'aurai aucun bénéfice sur un bloc moteur ou un bloc sensitif. Donc, il y a vraiment quelque chose à retenir, c'est la dose totale d'anesthésiques locaux, c'est ça qui importe. Et donc, la question est, est-ce que si je baisse ma dose d'anesthésique, la dose totale d'anesthésiques locaux, est-ce que je vais avoir un bénéfice? Ben, non, parce que si je baisse trop ma dose totale, je m'expose à un échec de mon cathétérisme. Par contre, si je monte trop, eh ben, il n'y a aucun bénéfice non plus. C'est comme un verre d'eau qui est déjà plein, ça ne sert à rien de continuer à le remplir parce que ça va déborder. Ben là, c'est pareil. Si vous montez trop, par contre, vos doses totales, vous vous exposez clairement à faire plus de blocs moteurs. Par contre, la limite est difficile à trouver. Donc, pareil, tous les jours, il faut être vraiment des fois proche du malade pour trouver ce bloc, cet équilibre, mais c'est difficile à trouver. Il n'y a pas plusieurs façons d'administrer à travers un cathéter. Soit c'est une perfusion continue, soit c'est une perfusion continue avec PCA. Ça veut dire que le patient il délivre lui-même en plus de la perfusion continue des bolus. Soit il y a des bolus intermittents réguliers et le patient aussi appuie sur la pompe dès qu'il a mal. Il y a eu des résultats qui étaient encourageants pour la péridurale et le cathéter paravertébral. Malheureusement, pour les cathéters périnerveux périphériques, il n'y a pas de différence significative sur la douleur ou l'épargne motrice ou la satisfaction des malades. Le seul avantage qu'on a trouvé, c'est que les patients qui ont des bolus intermittents, finalement, ils utilisent moins la PCA. Donc, peut-être que ça pourrait avoir un intérêt la nuit, peut-être que le patient se réveillerait moins pour appuyer sur la pompe, mais à nouveau, voilà, ça reste quand même très subjectif. Donc, pour résumer tout ça, je vous conseille de poser vos cathéters hors du plan parallèle au nerf. Si vous voulez absolument poser dans le plan, utilisez plutôt des cathés curls. Si possible, avoir un trajet de 3 à 4 cm sous la peau, comme ça, vous tunnelisez indirectement un peu votre cathéter. Faites une injection au préalable pour pouvoir monter plus facilement le cathé. Ne montez pas plus que 3 à 4 cm, parce qu'après, en plus des trajets aberrants, vous pouvez avoir aussi des nœuds. Et après, c'est mon avis, on peut aussi profiter, vu qu'il n'y a pas de différence, de faire des injections intermittentes. Comme ça, au moins, voilà, ça pourra être évité aux patients d'appuyer la nuit. Voilà, merci beaucoup. Et là, vous avez une première photo des premiers cathéters de 1946, après la Seconde Guerre mondiale. Donc, voilà, en haut de la page. Donc, on voit que ça a beaucoup évolué depuis le début. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, on va donner la parole au docteur Kacha. À toi, Mehdi. Pour remettre le son. Mehdi, votre micro. Mehdi, votre micro. C'est bon, j'ai trouvé. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Mehdi Kacha, je suis anesthésiste dans 2 établissements qui se trouvent dans le nord de la France. Et je vais donc vous parler de la partie hygiène et fixation des cathéters périnerveux, qui est une partie qui est effectivement un petit peu difficile à aborder, puisqu'en 10 minutes, on n'aura pas le temps de faire toute la présentation, mais qui est quand même une partie extrêmement importante parce qu'elle conditionne quand même le retour à domicile. Alors, qui dit hygiène, fixation et protocole d'entretien des cathéters périnerveux dit forcément infection. Pourquoi est-ce que les cathéters périnerveux sont parfois difficiles à établir au domicile ou quelquefois les gens ont un petit peu du mal à les mettre en œuvre?
c'est aussi par le fait qu'il y a des risques d'infection. Les risques d'infection, effectivement, ils existent. Si on regarde la littérature, il existe pas mal d'articles qui nous parlent de problèmes éventuellement infectieux ou de colonisation de cathéter lors de cathétérisme périnerveux. Le risque infectieux, il est rare, mais il est potentiellement très grave. On a quelques case reports sur des chocs septiques assez foudroyants sur des fasciites qui ont été consécutives à des poses de cathéter. La durée d'utilisation, lorsqu'elle dépasse 48 heures, clairement, le risque infectieux est augmenté. On touche une population qui est plutôt masculine, qui ont des comorbidités comme les diabétiques ou l'immunodépression. L'absence d'antibioprophylaxie semblerait également être des problématiques qu'on peut rencontrer dans les infections de cathéter. La localisation du cathéter est également fondamentale concernant les potentielles infections avec des cathéters, les cathéters fémoraux et axillaires qui auraient quand même tendance à plus s'infecter. Les changements fréquents de pansement éventuellement peuvent être également un facteur surajouté d'infection de cathéter. Les colonisations sont différentes des infections et les colonisations de cathéter sont bien supérieures au taux d'infection. L'inflammation et la rougeur des points de ponction des cathéters, elle va de 3 à 13% selon les études. Le taux d'infection, il sera a priori de 3% dans les différentes études qu'on pourrait parcourir. Et sur certaines études concernant la colonisation par des germes qui sont souvent des germes commensaux, on retrouve fréquemment dans des études une bonne partie des cathéters qui sont colonisés, et quelquefois des études qui montrent plus de 50% de taux de colonisation de nos cathéters. Donc, le cathéter périnerveux et sa partie hygiène, entretien est une problématique multifactorielle. Elle nécessite des protocoles mis en place avec un bon usage et une rigueur dans la gestion. Pour cela, cela nécessite de la formation de multiples intervenants qui sont des intervenants médicaux, paramédicaux, intra-établissement ou extra-établissement. Pour cela, il nous faut donc réunir des bonnes conditions de sortie pour des patients qui transitent entre les services d'hospitalisation, le domicile, les services de rééducation. Les protocoles d'hygiène et d'entretien dépendront bien évidemment de la durée de vie de nos cathéters. Ils dépendront également du type de pansement et également de la tolérance du patient tant au cathéter qu'au pansement. Parfois, les patients sont allergiques à certains types de pansements, ce qui rend encore plus difficile l'entretien des cathéters et les réflexions de pansement. Bien évidemment, quand on parle de pose de cathéter, fatalement, on aborde la partie hygiène et la partie pose au niveau du bloc opératoire. Donc, effectivement, c'est un geste chirurgical c'est un geste qui est quasiment réalisé en asepsie chirurgicale, qui nécessite donc une préparation du patient avec une douche, les lavages chirurgicaux des mains, les gestes stériles, les casaques, les gants, les calots, les masques pour le poseur et pour l'entourage. Et vous voyez bien cette photo avec ce petit clin d'œil aux inconnus qui montre bien que la photo du bas où on voit des petits ronds montre bien qu'il y a des erreurs d'hygiène et de préparation liées à la réalisation de ce bloc périnerveux. Si on réalisait un cathéter, ce serait forcément bien évidemment pas bien. Donc le matériel est stérile. Le lieu de pose, il n'est pas vraiment défini, il n'y a pas de recommandation claire sur le lieu de pose. Ça peut être la salle de pré-induction, la salle de réveil où on a notre matériel d'anesthésie, la salle de bloc opératoire. Bien évidemment, on ne pose pas ce type de matériel dans les chambres. Et effectivement, il faut avoir toutes les précautions préalables. Est-ce qu'on peut un petit peu améliorer ce qu'on peut faire pendant la pause? Est-ce qu'il existe des études concernant les protocoles de désinfection? Donc, bien évidemment, si on se réfère aux sociétés qui s'intéressent à l'accès vasculaire et à l'hygiène pour les accès vasculaires, on peut quasiment superposer pour les protocoles de désinfection pour les cathéters périnerveux, puisque la chlorhexidine alcoolique semble supérieure à la povidone iodée lors de réalisation de cathéters périnerveux. On voit là ici les espèces de petits bâtonnets qui sont le ChloraPrep, qui sont des petits bâtonnets pré-imprégnés de chlorhexidine alcoolique, qui sont effectivement très pratiques lorsque nous réalisons la pose de cathéter ou lors de la désinfection chirurgicale. Le fait de tunnéliser les cathéters a montré également une supériorité sur la colonisation versus une non-tunnélisation. Également, il y a des articles qui nous proposent des antibioprophylaxies
concernant la pose de cathéter périnerveux sur l'incidence éventuelle des colonisations ou des infections de cathéter périnerveux. Néanmoins, il faut là dichotomiser deux champs. Le champ des cathéters périnerveux pour la douleur aiguë, où nous aurons une antibioprophylaxie qui va souvent de pair avec le geste chirurgical, et les cathéters de douleur chronique, où là, effectivement, il n'y a pas forcément d'antibioprophylaxie qui est réalisée. Personnellement, moi, je n'en fais pas au quotidien, tout comme on ne le fait pas forcément lorsqu'on nous donnons des accès vasculaires type PICC-Line, Porta-4. Donc, effectivement, il existe des référentiels qui nous en parlent. Bon, je n'ai pas vraiment d'avis sur la question de l'antibioprophylaxie. Lorsque nous réalisons le cathéter périnerveux, comme nous l'a dit notre prédécesseur, il faut effectivement considérer la partie du pansement qui est une étape extrêmement importante. Donc, ce sont des pansements qui sont occlusifs, qui sont stériles. Il faut utiliser des pansements qui sont respirants, qui donc permettent d'éviter la macération. Donc, le Tegaderm semble bien adapté pour la pose du cathéter périnerveux. Néanmoins, il faut considérer une chose, c'est le point de ponction. Idéalement, il doit être visible. En pratique, il n'est pas toujours le point de ponction. Il n'est pas toujours visible le point de ponction. Pourquoi? Parce que lors de la pose, il peut y avoir des petits saignements autour du cathéter, comme l'a dit Nicolas sur la présentation précédente. Si le cathéter a une gauge qui est inférieure au diamètre de l'aiguille, quelquefois, il y a des petits saignements. Moi, on a beau refaire des anesthésies locales à la xylocaïne adrénalinée, on a parfois des petits saignements de point de ponction qui peuvent éventuellement nous obliger à mettre une compresse ou un petit pansement entre le point de sortie du cathéter et le pansement, et qui du coup rendent la surveillance du point de ponction un peu difficile à faire. Néanmoins, il faut toujours dichotomiser, je pense, le point de ponction, le cathéter lorsqu'il est utilisé pour une douleur aiguë, pour une durée inférieure à 72 heures. Le bénéfice de refaire le pansement, il est quand même extrêmement faible. Il vaut mieux, je pense, ne pas y toucher. Et pour la douleur chronique, où là, on est sur des durées d'utilisation de cathéter qui sont bien plus importantes. Il y a des études qui montrent que les cathéters en douleur chronique restent en moyenne à peu près entre 3 semaines et quelquefois jusqu'à 1 an pour les cathéters qui restent très longtemps. Chez nous, on a des durées d'utilisation de 3 à 6 semaines. Et pour l'instant, moi, les cathéters, j'arrive à les tenir entre 3 et 4 mois, mais on n'arrive pas à faire plus. Le protocole de réfection de pansement, classiquement, il est recommandé de le réaliser 1 jour sur 2. Il faut effectivement gérer les problématiques du quotidien, comme l'a dit Nicolas juste avant, avec effectivement les fuites, les décollements de pansement, là toujours la surveillance du point de ponction. Quelques petits trucs et astuces. Si le cathéter est déconnecté par malheur, il faut l'enlever impérativement. Il sera dans tous les cas colonisé ou infecté si on le reconnecte. Il faut effectivement limiter les déconnexions et les reconnexions. Éduquer le patient, c'est aussi prévenir l'infection. Les patients qui ont des cathéters nous posent souvent la question de la douche. On leur dit qu'elle est possible, mais qu'il ne faut surtout pas mouiller le pansement. Et il faut travailler avec un livret de suivi, des applications connectées. Ça sera la partie d'après. Mais c'est extrêmement important d'avoir un suivi extrêmement rigoureux. Nous, on travaille avec des prestataires qui donc donnent nous donnent des protocoles qui sont déjà faits pour les infirmières. L'idée, c'est d'avoir une désinfection la plus rigoureuse possible du champ et du cathéter, tout autour, avec un badigeon et une détertion qui est refaite en escargot tout autour du pansement, avec donc une mobilisation de cathéter qui est la plus précautionneuse possible pour éviter d'avoir une mobilisation secondaire de cathéter. Ensuite, il faut recouvrir bien les points d'insertion de cathéter s'il est tunnelisé encore plus pour avoir un pansement qui est le plus propre possible. Et ensuite, donc, le cathéter, le pansement est refait tous les 2 jours. Voilà. Quand on parle d'hygiène et d'infection, si malheureusement on a une suspicion d'infection, il faut bien évidemment avoir une conduite à tenir qui est claire. Concernant le cathéter qui se trouve en haut à droite, celui-là n'est pas infecté, il est plutôt rouge. C'est un cathéter qui, lui, est resté 3 mois et demi chez une des patientes. Le cathéter qui est juste en dessous, lui, je l'ai enlevé juste après cette photo que je reçois lors du suivi des cathéters. Quelques messages, on ne traite pas un cathéter qui est colonisé. Si le patient fait de la température, il faut enlever le cathéter assez rapidement.
Il faut bien distinguer l'infection de la rougeur autour du cathéter, donc avec une sémiologie qui est différente. C'est le membre rouge qui est chaud, l'adénopathie, l'écoulement. En cas de suspicion d'infection, il faut faire un bilan, éventuellement une antibiothérapie pour le patient. Bien penser à reprendre l'analgésie de secours. Est-ce que l'échographie du point de ponction en regard pour rechercher un abcès est utile? Pour moi, je ne pense pas, puisque un suivi rigoureux implique une réactivité et un cathéter qui est enlevé très rapidement s'il y a besoin. Donc, laisser le cathéter, faire une échographie, ça n'apportera rien, mis à part potentiellement des phénomènes ou des comptes rendus qui peut-être nous penseraient à augmenter les investigations alors qu'elles ne sont pas forcément toujours nécessaires. Maintenant, je vais aborder très rapidement la problématique de la fixation. Donc, les cathéters périnerveux en douleur aiguë ou en douleur chronique nécessitent effectivement une fixation rigoureuse. La première des fixations que nous connaissons tous anesthésie, c'est la pastille de péridurale, c'est le Lockheed. Alors, c'est très pratique le Lockheed en douleur aiguë, je pense. En douleur chronique, la problématique, c'est de réussir à enlever le Lockheed avec le cathéter là, que vous voyez en haut à gauche, qui est collé sur le tégaderme. Donc, bien enlever le tégaderme et pouvoir enlever le Lockheed sans mobiliser le cathéter, c'est effectivement, ça peut être un petit peu sport parfois. La deuxième solution, ça serait de faire une tunnelisation longue en regard du cathéter. Ici, là, c'était en haut à droite, c'est un cathéter fémoral. Là, ici, c'est un cathéter qui a été tunnelisé avec un point de ponction qui est du coup bien visible au niveau du pansement. La Société française de douleur chronique nous recommanderait d'utiliser la tunnelisation comme barrière antiseptique et pour permettre les mobilisations secondaires. Il existe d'autres études qui mettraient en valeur aussi la colle biologique pour empêcher la mobilisation des cathéters périnerveux et les saignements de point de ponction et qui permettrait d'avoir une fixation qui serait un peu plus stable dans le temps. Également, on peut toujours également parler du fil de tressage qui est intéressant et qui permet de tenir le cathéter. La problématique étant l'infection la rougeur ou l'inflammation autour du fil. Et ensuite, si jamais nous serrons trop fort le fil autour du cathéter, il peut quelquefois croquer le cathéter. Ce sont des dispositifs qui sont fins et qui peuvent malheureusement avoir des petits points de coudure qui potentiellement peuvent rendre difficile après l'administration de bolus ou l'administration de la pompe, avec parfois des pompes qui sonnent en occlusion. Et enfin, pour la dernière diapositive, moi j'utilise un dispositif que j'ai extrapolé des accès vasculaires qui s'appelle le Secura4. Le Secura4, c'est un petit dispositif qui est comme un petit hameçon qui vient s'arponner juste en sous-cutané et qui permet donc de coincer le cathéter périnerveux via un petit dispositif que nous mettons, que nous clipsons au-dessus. Et donc là, on peut tirer sur le cathéter, on peut le mobiliser comme nous voulons. On peut soulever aussi le dispositif pour la désinfection. Ça ne pose certainement aucun problème. Et pour l'enlever, il suffit juste de couper au milieu. C'est une extrapolation de ce dispositif parce qu'il a été réalisé pour les PICC line. Et moi, je l'utilise aussi pour les cathéters périnéales. Donc, j'en ai terminé. Je laisse la parole au docteur Classo et je vous remercie de votre attention. Damien. Bonsoir à tous. Je vais poursuivre la présentation sur la gestion des cathéters périnerveux et l'accès sur la gestion en ambulatoire. On a pu voir, je vais lancer le diaporama. On a pu voir que c'était le gold standard, le cathéter, quand on veut une analgésie régionale supérieure à 24 heures. Et probablement que la difficulté à poursuivre la gestion de ces cathéters à domicile a été un frein à leur utilisation pendant un certain temps. On a maintenant un cadre réglementaire très clair qui a mis du temps à nous parvenir, puisque les règles de prescription médicale datent de 2012. La NSM a établi des recommandations sur l'utilisation de la ropivacaïne à 2 mg par ml en ville, avec une AMM jusqu'à 3 jours pour la gestion post-opératoire. Et elle a permis également, la réglementation a permis également la rétrocession par les pharmacies hospitalières de poches de 200 ml. Damien, juste une seconde, on ne voit pas ta présentation. Pardon.
fait signe dès qu'on la voit. Voilà, voilà. Excusez-moi. Et c'est parti. Et c'est parti. Donc oui, la prescription médicale et l'infirmière libérale. Alors, la gestion par les infirmières libérales, ça a été une problématique bien plus longue à être réglementée. On a maintenant un décret de compétence qui est paru en début d'année, enfin au mois de février en l'occurrence, qui simplifie un petit peu la donne. Puisque l'infirmière à la maison doit surveiller le cathéter au moins une fois par jour, voire 2 fois s'il n'y a pas d'aidant disponible. Elle va vérifier l'efficacité et les complications de ce cathéter. Elle ne pourra pas, contrairement à une infirmière hospitalière, réaliser de bolus dans ce cathéter. Et par contre, elle est habilitée à changer l'ensemble du dispositif de perfusion. Et donc, quand il y a une poche de ropivacaïne qui doit être percutée, il est possible de le faire. Le retrait du cathéter, qui a longtemps été un problème pour la gestion en ville, est donc autorisé, en tout cas réglementé, et autorisé dans les compétences infirmières depuis fin janvier. Le troisième... alors, voilà, la troisième articulation de cette gestion à domicile, c'est le prestataire de santé. Donc c'est le prestataire de santé à domicile, c'est une organisation, c'est des organisations qui sont maintenant un petit peu anciennes, mais qui ont subi différentes conventions pour structurer leurs prérogatives, et qui va s'établir comme un fournisseur de matériel de perfusion d'un côté, mais qui va aussi avoir des responsabilités en tant que coordinateur et d'optimisation de la prise en charge post-opératoire. En tout cas, dans notre situation, de prise en charge post-opératoire. Sa mission est également de former l'infirmière libérale qui va prendre en charge le patient et d'éduquer le patient, son entourage, pour le suivi adéquat du caté. Il doit assurer une assistance 24 heures sur 24. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que le patient a un libre choix du prestataire, de son infirmière, de son médecin, et on va préférentiellement travailler avec certains prestataires de santé dans un établissement, mais ça me semble difficile de travailler avec un seul, puisque on doit être en mesure d'offrir plusieurs solutions aux patients. Le parcours de soins va se présenter un petit peu comme ça. Donc, on a un médecin anesthésiste, et c'est comme ça qu'on l'a conçu, nous, dans l'établissement à la clinique Lille Sud, c'est comme ça qu'il est conçu à beaucoup d'endroits, qui, dès la consultation d'anesthésie, va établir une prescription pour le matériel et pour les prestations qui vont être prises en charge par le prestataire de soins. Celui-ci va dans un premier temps livrer le consommable ou les consommables aux patients et réaliser l'installation en contactant l'infirmière libérale. C'est ensuite l'infirmière libérale qui va se charger des soins, de la surveillance, de l'efficacité et des complications, et qui fera un suivi de cette surveillance au prestataire, qui est chargé de colliger toutes ces données et d'en faire un retour au prescripteur. Le prestataire peut également se fournir auprès du prestataire de la pharmacie centrale pour la rétrocession hospitalière de ropivacaïne, et peut également coordonner, en tout cas informer le médecin traitant des suites opératoires. La prescription, donc, elle doit être précise. Elle doit donner la voie d'administration, bien sûr, le type de médicament, mais il y en a qu'un, c'est la ropivacaïne 2 mg/ml. Son mode d'administration, sa posologie, alors là, effectivement, il va falloir respecter une dose maximale de 20 mg/h avec des bolus de 10 mg max. Donc, il va falloir, si on fait une prescription avec diffusion plus bolus, ou pompe avec un débit continu plus bolus, eh bien, il va falloir régler pour qu'on ne dépasse pas les 20 mg/h. Une prescription à chaque destinataire, donc souvent le prestataire, en tout cas dans une situation, on fait une ordonnance au prestataire qui va la diffuser auprès de l'infirmière libérale, et on fait une deuxième ordonnance s'il y a besoin d'une poche de ropivacaïne, c'est le prestataire qui charge de la rétrocession. On va pouvoir prescrire soit une pompe, soit un diffuseur, on va voir ça juste après, et il est interdit, et c'est dans la réglementation pour les prestataires, il lui est interdit en tout cas de vous proposer des procédés incitatifs à la prescription. C'est à vous de rédiger votre ordonnance. Alors, il y a bien sûr un format type, mais c'est à vous de rédiger l'ordonnance vers le prestataire. Alors, en tout cas, la SFAR nous rappelle qu'il faut une information adaptée suite à cette prescription, avec un consentement éclairé du patient, et lui remettre, et c'est de bon ton, lui remettre dès la consultation d'anesthésie un document d'information sur les suites à donner et les critères de surveillance, notamment de ce cathéter.
Pour vous décrire un petit peu l'environnement du domicile et vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, le prestataire de santé, lui, va recevoir 3 forfaits pour cette organisation. La première, c'est un forfait d'installation, à la condition qu'il soit déplacé à domicile pour délivrer le matériel, en faire la démonstration, donner des conseils, éduquer le patient et former l'infirmière. Pour vous donner un ordre de grandeur, hein, lorsqu'on prescrit une pompe avec plus ou moins un bolus, il va toucher un forfait de 390 € environ et un diffuseur. Et le forfait sera un petit peu moindre, mais le coût du matériel est bien entendu moindre et sa maintenance également. Il va toucher ensuite un forfait de suivi, là encore pour livrer l'ensemble des consommables qui vont permettre les soins de ce cathéter et la coordination avec l'infirmière, le médecin traitant. Il va rédiger un compte-rendu écrit, tenir un livret notamment de suivi et assurer bien sûr cette astreinte. Il récupère le matériel loué et là, pour ça, il touche un forfait un peu différent lorsque c'est une pompe ou un diffuseur. Il touche un forfait également pour le matériel, et là, ça englobe tout le matériel. Lorsque l'on prescrit un type de diffuseur, eh bien, le coût de ce diffuseur plus le coût des consommables va être intégré dans ce forfait, notamment les pansements qui permettent la perfusion et les soins de pansement. Un seul produit injecté sur plusieurs jours sans changement de matériel, c'est une perfusion. Si on est amené à changer l'ensemble du système, eh bien, on pourra coder un deuxième forfait de soins et de matériel. Pour ce qui est de la facturation de l'infirmière libérale, là encore, c'est des données très récentes puisque ça a été, la nomenclature a changé au 1er janvier et on a enfin une nomenclature claire qui permet une séance de surveillance et de retrait du cathéter périnerveux. C'est un AMI 4.2. C'est un acte par jour qui est prescrit et facturé, sauf s'il n'y a pas d'aidant disponible au domicile. Dans ces cas-là, on peut prescrire 2 actes par jour et donc 2 surveillances quotidiennes. L'infirmière va se charger de la vérification que tout est bien compris, que le patient est bien observant. Bien sûr, va évaluer la douleur au repos et à la mobilisation, parce que c'est quand même l'intérêt d'avoir des cathéters en ambu et qui permettent un bloc principalement sensitif et très peu de bloc moteur. Bien sûr, elle assure la surveillance des effets secondaires, de l'étanchéité, et elle a une solution d'appel, de recours auprès de l'anesthésiste, ou en tout cas auprès du prescripteur, auprès d'une équipe ressources douleur si c'est nécessaire, ou auprès d'un prestataire de santé, et on va pouvoir stratifier, ordonner ces appels d'alerte. Le retrait sera bien sûr fait à date prescrite dès l'ordonnance. Il me semble qu'il faut ajouter à ça la surveillance de l'intensité du bloc moteur et l'intensité du bloc sensitif, qui sont des données importantes pour l'efficacité du cathéter lorsque le praticien reçoit le relevé de compte. L'efficacité, elle doit être, la vraie efficacité du cathé, elle est évaluée après la levée du bloc anesthésique. Et tant que le malade ne bouge pas, on se doute que c'est le bloc initial réalisé au bloc opératoire qui continue d'agir. Par contre, quand on va retrouver une capacité à se mobiliser, bien là, on va pouvoir évaluer l'efficacité d'un bloc analgésique et donc l'efficacité du cathéter. Tout ça donc nécessite une éducation, une formation de l'infirmière, mais elle va pouvoir aussi former le patient, en tout cas l'éduquer à utiliser les bolus lorsque ils ont été prescrits, et puis à bien utiliser les analgésiques de secours si c'était nécessaire. Donc, formation, éducation, travail en réseau sont indispensables à domicile. Les procédures de suivi, bien sûr, sont précisées par le prestataire. C'est lui qui remet un livret de soins avec les techniques à appliquer, d'hygiène dont on vient de parler. Et puis, la surveillance et la description des effets indésirables attendus, enfin possibles. Et puis, on va donc procéder à une graduation des procédures d'appel en cas de problème. L'infirmière libérale en première ligne, le prestataire en soutien, notamment technique et problème avec le dispositif de diffusion, le prescripteur si c'est nécessaire, mais il n'est pas forcément toujours disponible, et donc il faut forcément un recours vers un établissement à toute heure de la journée. On implique le patient et son entourage, on lui remet une fiche de suivi, et cette fiche de suivi, qui va pouvoir notifier tout ce qui se passe à domicile, eh bien, on va pouvoir l'adresser au prescripteur pour qu'il sache un petit peu ce qui se passe et pouvoir intervenir si c'est nécessaire. Alors, bien sûr, on peut utiliser le fax ou le mail en 2021. On peut également utiliser un portail web, c'est ce que proposent certains de PSAD, mais c'est une information à sens unique, bien souvent. C'est l'infirmière libérale qui remplit ou qui agrémente le portail web qui sera consulté par le praticien. Le PSAD peut le faire également. On peut utiliser également des applications de e-santé. Alors, ces applications, elles sont nombreuses, diffuses, avec des niveaux de sécurité qui peuvent être différents, des niveaux d'agrément qui peuvent être différents, sur lesquels le patient peut intervenir simplement, ou sinon le patient, l'entourage
les soignants, éventuellement l'établissement peut également intervenir. Comme ça fait un florilège important d'applications de e-santé dans lequel il va falloir un petit peu se retrouver. Et probablement que la suite à donner à ça sera un système de télésurveillance un petit peu mieux organisé. Alors la télésurveillance, c'est quoi? Actuellement, c'est un programme de recherche encore. En tout cas, l'HAS évalue ces dispositifs dans les suites de la téléconsultation et de la télémédecine. Il n'y a pas de rémunération proprement dite de la télésurveillance actuellement, mais c'est un acte médical qui est réalisé à distance au moyen d'un dispositif médical qui va pouvoir envoyer des informations pour suivre des indicateurs cliniques ou techniques. Donc ça paraît assez clair dans notre situation post-opératoire. Et on va enregistrer des données, parfois automatisées, ou alors c'est le patient qui va implémenter le dispositif, ou alors c'est le professionnel de santé sur le terrain qui va pouvoir apporter des informations complémentaires et qui va permettre d'identifier des alertes possiblement automatisées, qui va permettre dans ces cas-là de proposer une prise en charge adaptée. S'il y a alerte, on va devoir apporter une réponse. Dans le suivi post-opératoire, contrairement à la maladie chronique où on peut envisager ces systèmes de télésurveillance, eh bien, on va avoir un patient qui ne connaît pas forcément l'évolution de sa pathologie. Quelles sont les suites normales? Quelles sont les anomalies à corriger? Est-ce que je peux bouger? Est-ce que ce niveau de douleur était attendu? Qu'est-ce que je peux faire pour le solutionner? Et tout ça dans une courte durée, puisqu'on est sur 3 jours maximum de suivi. En tout cas, tous ces systèmes de télésurveillance vont devoir être simples et intelligibles pour le patient, parce qu'il va falloir pouvoir proposer ça à des patients qui y sont éligibles. Ça permet de coordonner plusieurs acteurs. Ça permet également un accompagnement thérapeutique qui peut être plus ou moins automatisé. C'est apporté quand il y a une solution, enfin, quand il y a un problème qui est précisé sur le dispositif, eh bien, que le patient puisse y répondre de façon intelligente et rapide, et si besoin, passer à des niveaux supérieurs de réponse. Les risques, c'est que le dispositif tombe en panne et donc il faut proposer des alternatives si ce dispositif tombe en panne. Et c'est tout problème des pompes, notamment connectées à domicile. Quelle solution on propose si on n'est plus en mesure de suivre ce qui se passe à la maison? On peut être condamné pour ça, c'est la jurisprudence, pour défaut de soins ou défectuosité d'un produit de santé. Donc une solution numérique intégrée, pour résumer, c'est un espace web dans lequel l'ensemble des intervenants va pouvoir interagir, possiblement avec un outil connecté, donc une pompe en l'occurrence connectée pour le patient, et éventuellement on va pouvoir y intégrer le médecin traitant ou le kinésithérapeute si c'est nécessaire, et l'établissement pourra recueillir également des données à partir de cette solution. Mais on va pouvoir également faire un retour vers le chirurgien et l'entourage. Donc c'est l'ensemble de ces intervenants autour du patient. C'est une solution qu'on envisage avec la société qui nous livre notre solution notre logiciel d'anesthésie et qui nous permettra, j'espère, d'avancer sur ces solutions numériques modernes. Bien sûr, il va falloir respecter une certification, un agrément, des données de sécurité RGPD, bien informer le patient et puis gérer ces flux de données, parce qu'il y a un ensemble de données qui vont être partagées, à qui, comment, et qui y répond, et qu'est-ce que l'on fait quand on a une alerte. Et c'est tout ça qu'il faut structurer. En conclusion, le parcours ambulatoire est tout à fait structuré maintenant avec des prestataires qui ont toute la connaissance de l'articulation et du post-opératoire, une prescription qui est tracée, une information, un consentement qui doivent bien sûr être recueillis, les procédures et la réglementation maintenant très claires pour les infirmières libérales. Et puis, il va falloir graduer ces alertes, laisser le temps aux solutions de télésurveillance de se développer et pourquoi pas proposer des solutions intégrées complètement avec l'ensemble des acteurs et des établissements dès que on aura les outils à notre disposition. Je vous remercie. Merci à tous les orateurs. Et donc, les questions fusent. On n'a pas besoin d'inventer, nous, des questions. Donc, d'abord, la première question, ce sera pour Nicolas. Le volume et le débit varie-t-il en fonction du site de pose? Par exemple, infraclav versus sciatique poplité. À nouveau, comme on disait, il y a un volume minimal à respecter. Au-delà, ça ne sert à rien d'en mettre trop. Après, typiquement, je vais dire, au bloc infraclaviculaire, si voilà, on peut
avoir un peu le luxe d'en mettre un petit peu plus parce qu'on n'a pas, comment dire, la déambulation qui va être impactée, contrairement à un bloc du moins inférieur où là, il faut limite un peu mieux jauger. Donc, être dans un, entre guillemets, voilà, un bloc infraclaviculaire, on peut se positionner vraiment à proximité du nerf. Je pense personnellement voilà, qu'il faut qu'on a vu qu'il y a une dose totale à respecter. Il y a, mon avis personnel, je pense qu'il faut quand même mettre au moins 10 mg, entre voilà, 10 mg par heure. Après, Damien aussi détailler un petit peu les doses aussi réglementaires aussi pour le domicile. Mais en tout cas, quand on est à l'hôpital, je pense 10 mg par heure, c'est quelque chose de correct. Après, pour les blocs de, entre guillemets, diffusion, par exemple le canal des adducteurs, il y a une équipe vachement dynamique du Danemark qui a publié beaucoup là-dessus. On sait qu'il faut au moins mettre vraiment 20 ml. Donc là, il y a un effet vraiment volume qui est important. Parce que ça peut permettre de diffuser à la fois sur le nerf obturateur et à la fois sur le nerf du vaste médial, en plus du nerf saphène. Donc, il y a vraiment une diffusion qui peut être importante dans ce cas-là. Mais en soi, si on est vraiment en périneural, vraiment, ce n'est pas la peine d'en mettre trop. Après, on peut jongler entre les différentes administrations. Mais si on veut passer un message simple, je pense que vraiment, si on passe entre voilà, 10 mg heure, peu importe si c'est un intermittent ou bolus, c'est très bien. Peu importe si c'est en infraclave ou en poplité. Par contre, si c'est en bloc de diffusion comme le canal des adducteurs, là, peut-être il faut mettre un petit peu plus. Ok. L'indication des cathéters curl, est-ce que tu les utilises pour tous les cathéters ou est-ce que tu sélectionnes certains blocs pour utiliser les cathéters? Une question qui revient plusieurs fois. Hein. D'accord. Alors moi, personnellement, je pose des cathéters hors du plan et j'utilise des cathéters classiques. Par contre, j'aurais une tendance à dire qu'il serait pas mal d'utiliser cathéter curl pour les blocs interscaléniques parce que là, c'est une région qui se mobilise beaucoup. Donc, ça peut se déplacer. Donc, en effet, mettre un cathéter curl à ce niveau-là peut être intéressant. Et à nouveau aussi pour une autre région qui est beaucoup sollicitée, qui peut beaucoup bouger, c'est le cathé fémoral. Donc, je conseillerais vraiment de mettre des cathés curl à des endroits comme cela, comme vraiment le cathé fémoral et l'interscalénique. Ok. Maintenant, plusieurs questions sur la colle. Peut-être, Mehdi, tu veux répondre? Quel type de colle? Est-ce que tu en utilises ou pas? À part tes autres systèmes de fixation, il y aura d'autres questions sur la tunnelisation. Alors, concernant la colle, je l'utilise parce que la visibilité qu'on essaie d'avoir sur le point de ponction nous impose que il ne faut pas que ça saigne le premier jour, sur le premier pansement. Donc, je fais une locale à la xylocaïne adrénalinée au niveau du point de ponction sur mon trajet de tunnelisation. Et ensuite, je mets un petit point de colle. Alors, il existe plusieurs types de colle, Dermabond, Mastizol. Je n'ai pas d'avis vraiment sur les colles. Il y avait une étude qui avait été faite par Sébastien Bloch sur le Mastizol qui était assez satisfaisante. Je pense qu'il peut y avoir un intérêt à mettre un petit point de colle. Alors là, je parle de douleur chronique. En douleur aiguë, je ne pense pas que utiliser de la colle en plus, ça a un bénéfice. D'autant plus que ça a un coût quand même, la colle. C'est quasiment 10-12 euros la pull. Donc, c'est toujours une négociation avec la pharmacie et donc à utiliser à bon escient. Voilà. Et quand tu mets de la colle, tu ne mets pas de low-kit ou tu mets les deux? Non, la problématique, c'est que j'utilise ce dispositif-là, le Secura 4 que j'ai montré sur la dernière diapo. J'utilise plus jamais de low-kit parce que le low-kit, c'est bien le low-kit, mais quand on veut le changer ou l'enlever, il y a un risque de mobilisation du cathéter. J'ai déjà eu aussi une fois une pompe qui a sonné en pression parce que la petite pastille qu'on referme du low-kit à couder une petite partie du cathéter et donc ça peut éventuellement donner des… Ce n'est pas exactement dans la petite rigole. C'est ça. Donc, le low-kit pour la douleur aiguë, je trouve que c'est super. En chronique, on peut dichotomiser. L'arbre décisionnel, il n'existe pas. Donc, chacun fait à sa sauce. Et pourvu que ça marche, et si ça marche, continuez comme ça. Mais effectivement, c'est plein de petits trucs et astuces. Tes Secura 4, tu les as de façon emballée spécifiquement. Tu n'es pas obligé d'ouvrir un cathéter à chaque fois. Non, c'est un petit dispositif complètement à part
Si vous voulez, je peux vous donner mon mail et je peux vous les envoyer en photo, vous envoyer la référence. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Maintenant, avec quoi tu tunnelises? Ta technique de tunnelisation? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit on reprend un cathéter veineux périphérique, un cathé vert, qui effectivement va nous permettre de tunneliser sur 4-5 cm la longueur du cathéter, je ne la connais pas exactement. Un cathé vert ou un cathé gris, je dirais même quasiment plus un gris. Soit depuis un petit bout de temps, j'ai toujours pris pour habitude de prendre des intros pour des cathéters pour lesquels je vais faire des longues tunnelisations. Je prends des introducteurs de 100 mm, de 18 cm, et je reprends bêtement l'introducteur qui me permet de faire la tunnelisation. La problématique de la tunnelisation, j'en ai pas parlé, c'est est-ce que je fais une petite moucheture en regard de mon aiguille et de mon site d'insertion pour ensuite enfouir mon cathéter, ou est-ce que je laisse un petit pont qui permettra d'avoir un petit pont de sortie du cathéter. En douleur aiguë, la question du pont et de la petite moucheture, je pense que la moucheture, elle n'a pas d'intérêt particulier. En douleur chronique, j'aime bien faire une moucheture et je mets un point à cet endroit-là parce qu'au moins je suis sûr que ce sera désinfecté. Parce que sur les protocoles qu'on peut voir de pansement, les gens vont toujours aller désinfecter la sortie du cathéter, mais quelquefois, s'il y a une tunnelisation et si le message sur la tunnelisation n'est pas forcément bien passé sur le protocole qu'on peut mettre en place, on peut effectivement avoir des petits soucis. Et donc, je préfère enfouir le cathéter et utiliser une tunnelisation longue avec une moucheture pour la douleur chronique. Okay. Encore une petite question pour Nicolas avant qu'on passe à plein de questions pour Damien. Donc, Nicolas, sur les cathéters over the needle, pas tout à fait évident à poser, et des questions sur le retrait de l'aiguille. Est-ce que ça ne bouge pas à ce moment-là? Voilà, est-ce que tu les utilises? Personnellement, non, parce que je pense que tunneliser un cathéter, ça a exactement le même bénéfice que utiliser un cathéter over needle. Après, si en effet, si je comprends bien la question, ça veut dire que le bout de mon aiguille sera vraiment au contact du nerf, et donc quand je vais laisser mon cathéter, il sera juste à proximité du nerf. Donc l'idée, en fait, c'est faire un peu cette attitude, comme je vous ai un peu décrit sur le topo, en marchant. Ça veut dire que, comme vous posez une perfusion sous écho, ça veut dire une fois que vous êtes dans la veine, vous avancez quelques centimètres pour ne pas vous déplacer, vous faites exactement la même chose. Ça veut dire que vous allez avancer un peu avec l'aiguille. Là, par contre, il faut le faire en ordre du plan. Je pense que c'est plus bénéfique pour essayer de cathétériser le long du nerf sur plusieurs centimètres. Donc, en gros, je pique, j'avance vraiment, pour un céticopité par exemple, j'avance sur 1, 2, 3 centimètres et après, je retire mon aiguille. Ça permet d'avoir un cathéter qui est vraiment le long du nerf, même sur quelques centimètres. C'est des cathéters, pareil, qui peuvent aller on peut prendre même des plus grands. Et voilà, vous avez quand même 10 cm de marge. Vous pouvez quand même laisser vraiment un cathéter à 10 cm. Donc, ce sera même bien parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'extrémité qui ressortira. Ok, merci. Damien, tu es prêt? Donc, il y a pas mal de questions. Alors, à la fois sur les prestataires, sur les infirmiers. Je vais te lire une question d'une infirmière. Donc, par rapport aux infirmiers libéraux. Plusieurs retours d'infirmiers libéraux qui nous disent qu'en effet, dans leur décret de compétences infirmiers, c'est bien la surveillance du cathéter nerveux périphérique, mais pas encore le retrait. Alors, c'est un peu aberrant. Alors, je vous rappelle quand même qu'on se bat là-dessus depuis les années 2005-2006. C'est époustouflant. Bon, il y a un petit texte qui est sorti, il y a une petite avancée. Attends, je finis juste ma phrase. Une petite avancée, mais quand on voit ce que se graissent les prestataires par rapport à nos infirmières libérales qui commencent quand même à se voir les patients se forment, etc. Voilà. C'était de très longues discussions, j'imagine, pour aboutir à ces modifications de décret de compétences. Mais effectivement, il est bien paru le 29 janvier oui. avec la nomenclature. Donc, c'est bien intégré il suffit d'aller voir sur Légifrance, je pourrais vous redonner les données. Donc, tout est bien paru pour rassurer. Moi, je tenais à remercier tous les prestataires qui avaient été là avant et qui nous ont permis de développer ces techniques avant même qu'il y ait
qui a été créé parce qu'il a fallu rassurer les infirmiers à domicile. Et puis, bien sûr, surtout, les infirmiers ont dû être formés à ce type de dispositif. Il a fallu structurer tout ça alors que la législation était encore balbutiante, que la rémunération n'était pas au rendez-vous. Donc, on a maintenant un cadre réglementaire et une rémunération associée à ces actes-là, qui quand même facilite la prescription et le suivi. Alors, il y a une question. Les prestataires commencent à demander des dépassements d'honoraires qui ne sont pas pris en charge par la Sécu et peu par les mutuelles. Ont-ils le droit? J'en ai aucune idée. Alors, en sachant bien sûr que vous avez libre choix de travailler avec le prestataire que vous souhaitez. Et surtout, le patient a libre choix de son prestataire. Et là où on va peut-être avoir, effectivement, il y a un paysage de prestataires extrêmement vaste. Ils se regroupent les uns les autres, en gardant parfois des noms distincts, mais finalement, c'est le même groupe au-dessus. Il y a aussi des établissements qui font le choix d'un prestataire et de favoriser le travail avec celui-ci en passant des accords de prise en charge. Bon, voilà, en tout cas, le paysage va s'éclaircir, j'imagine, dans les années à venir, parce que là, on ne sait plus où donner de la tête, on est sollicité par de nombreux prestats. J'imagine que le fait que la réglementation soit plus claire aussi les incite à venir un petit peu plus vers le post-opératoire. Je pense vraiment qu'un des défis, ça va être de coordonner correctement la surveillance et la télésurveillance, parce que c'est là qu'on a encore de gros écarts. Les retours qui nous sont faits sont inconstants, incomplets, sur des supports différents. Si on travaille avec 3 prestataires ou 4 prestataires, on va devoir utiliser des modes de communication différents, et probablement qu'il va falloir que les praticiens ou l'établissement soient propriétaires de la solution et les invitent à se connecter dessus avec des restrictions d'accès pour qu'ils puissent partager leurs données sur un logiciel qui nous est propre, et là qu'on puisse évoluer dans un environnement unique. D'accord, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a certains établissements publics qui demandent maintenant des appels d'offres par rapport aux prestations de ces prestataires, et ce n'est pas encore rentré dans les mœurs, mais ça peut venir, ça pourra peut-être un peu équilibrer justement ces différentes offres. Le patient a du mal à choisir parce que il y a quand même, la mise en route se passe quand même à l'hôpital, donc patient, libre choix de son prestataire, c'est un peu compliqué pour lui. C'est la réglementation, effectivement, Oui, on incite à aller vers quelqu'un, prestation, parce que c'est souvent lié, en tout cas moi dans mon cas, c'est lié au mode au dispositif mis à disposition. Quel type de pompe, quel type de diffuseur, et ça c'est un facteur clé dans le choix du prestataire avec lequel on travaille. Tu utilises des pompes connectées ou pas encore? Non, je n'utilise pas de pompe connectée, simplement parce que je ne veux pas avoir les alertes sur mon téléphone. Et je pense qu'il y a des étapes intermédiaires qui ne nécessitent pas de solliciter le praticien et qui permettent un suivi tout aussi satisfaisant et une satisfaction des patients tout aussi importante. Voilà, je pense que c'est important de graduer qui reçoit l'alerte, donner la possibilité aux patients de s'administrer des bolus, et à mon avis une partie importante. Alors, certes, c'est discuté dans l'efficacité in fine de ces bolus, mais c'est l'impliquer pleinement dans sa prise en charge, lui laisser la liberté d'agir, et peut-être de réduire le risque de bloc moteur trop intense en ayant un débit plus faible, et des bolus qui seront plus utilisés au début de la prise en charge et moins à 48 ou 72 heures. Donc, on a maintenant, moi je connais un modèle que j'utilise de diffuseur à bolus. Donc, ça a été utilisé, puis arrêt de production, et on a un nouveau qui arrive sur le marché. C'est encore assez cher, c'est du coup à la charge du prestataire. Donc, il faut pouvoir solliciter le prestataire dans ce sens-là pour qu'il investisse dans ces types de diffuseurs. L'alternative, c'est la pompe, pour laquelle il touche un forfait plus élevé, mais c'est une logistique un petit peu plus contraignante, c'est un petit peu plus lourd pour le patient, il faut le recharger, il y a des problèmes techniques. Mais sur une durée de 3 jours, globalement, les deux fonctionnent très bien. On a d'autres soucis sur des cathés de douleurs chroniques à plus longue durée. D'accord. Dernière question qui sera peut-être plutôt orientée vers Mehdi, et puis après, on va s'arrêter là. Désolée, il y a encore
pas mal de questions. Ce que je vous propose pour ceux qui seront un peu frustrés parce qu'on n'aurait pas traité leurs questions, c'est qu'ils vous envoient des mails, mais si vous voulez bien, les orateurs répondent aux quelques questions qui vont rester encore. Donc, pour Mehdi, il y a pas mal de questions sur l'antibioprophylaxie. Voilà, certains font, certains ne font pas. On a compris que tu ne faisais pas. Voilà, juste encore un petit point sur l'antibioprophylaxie. Faut-il la faire, faut-il pas la faire, en fonction de quoi? Alors, je l'ai abordé rapidement tout à Et l'heure. quel antibio? Il y a des articles qui, effectivement, nous posent la question. Quand il existe un geste chirurgical, en général, il n'y a pas d'autre débat puisque c'est l'antibioprophylaxie qui est recommandée par nos sociétés savantes qui sont l'antibiotique de choix et qui est administré au moment de la pose du cathéter et de la chirurgie. Pour ce qui est de la douleur chronique, personnellement, moi, je n'en fais pas d'antibioprophylaxie parce que je pense qu'effectivement, une surveillance armée intensive suffira. La question de savoir si on faisait un antibiotique, lequel on ferait. Alors clairement, je ne suis pas expert infectiologue. Voilà. Donc j'aurais plutôt tendance à privilégier un antibiotique qu'on utilise un peu tous les jours en anesthésie, type la céphalosporine. Voilà, je pense que ce serait très bien suffisant. Pourquoi je ne fais pas d'antibioprophylaxie? Parce que je suis aussi poseur d'accès vasculaire. Quand on pose un PICC line, et là pour autant on met un cathéter sciemment dans une veine périphérique qui descend jusqu'au cœur, on ne met pas d'antibiotique. Il n'y a pas de recommandation pour administrer un antibiotique. Quand on met un porte-à-4, c'est la même chose, c'est un dispositif étranger qui va rester à demeure. Pour le cathéter périnerveux, les recommandations n'existent pas concernant l'antibioprophylaxie pour un cathéter périnerveux. Je pense qu'effectivement, là, il y aura peut-être des pistes et des études à faire. Voilà. Alors après, je n'ai pas plus d'avis que ça là-dessus. Voilà. Ok. Il y avait, la même personne avait posé une question en disant tous les cathéters vont être contaminés si on prélève au niveau de la peau. En fait, les études qui ont été faites, là je réponds en direct, excusez-moi, c'est au retrait du cathéter où on faisait la méthode de Brin-Buisson, c'est-à-dire qu'on met en culture le cathéter et c'est là qu'on avait à l'époque, mais c'était il y a déjà quelques années, on avait montré que c'était le cathéter axillaire et le cathéter fémoral qui étaient les plus contaminés. Après, certains facteurs de risque aussi sur le séjour en soins intensifs, ce dont tu as parlé, Mehdi. Voilà, je pense que peut-être que les orateurs veulent encore faire un petit commentaire l'un ou l'autre. Et sinon, on va fermer la session très bientôt. Moi, je voudrais juste faire un commentaire sur la colle. Sur la colle biologique, en effet, ça peut être aussi pas mal de savoir que quand on met aussi de la colle, c'est non seulement un dispositif aussi de pansement, mais ça sert surtout à boucher en fait le trou. Et c'est aussi un système anti-fuite. Donc, si vous mettez de la colle, peut-être renforcer un peu votre cathéter, soit par un strip ou autre chose. Mais ayez un peu aussi l'idée que quand vous mettez de la colle, ce n'est pas non plus pour fixer seulement le cathéter. Ça permet surtout de diminuer les fuites. Donc voilà, c'était juste un peu pour les jeter là-dessus. Et dernièrement aussi, parce que j'ai vu une question qui passait, le cathéter, on ne le met pas en intraoral, on le met en subparanoral. Donc il y a une petite notion à savoir. Donc voilà, sur la vidéo, on n'est pas vraiment dans le nerf, on est vraiment à côté du nerf, vraiment en subparanoral. Donc on ne met pas les cathéters en intraoral. Voilà. Mehdi, Damien? Je tenais à tous vous remercier. C'était très agréable d'être avec vous ce soir et puis à tous les orateurs présents ce soir. Et bien sûr, on reste à disposition pour toute question par mail ou par l'application, par les liens IALR, bien sûr. Voilà, bonne Merci soirée à tous, à tous les amis d'IALR et n'hésitez pas à commenter sur le site et à aussi participer, bien sûr, au site IALR. Bonne soirée. Merci. Bonsoir.